Donc vous le savez, c'est marqué sur le flyers. Ça va la voix? Moi j'ai l'impression que ça résonne un peu, mais bon, ça va. Bon. L'important c'est que pour vous ce soit bien. Donc Lily Jattiot est conseil en management, psychanalyste jungienne, spécialiste des rêves et proche d'Arnaud Desjardins. Lily nous propose une cartographie de la psyché. Une carte nous permettant de découvrir quelle direction, quel sens il convient de prendre. Et nous montre également les étapes que nous devons franchir pour arriver à bon port. Les grandes lignes de cette cartographie sont le maternel avec sa dynamique enveloppante, sa rondeur liée au féminin, le paternel lié au masculin qui amène à la verticalité, la différenciation et la loi. Dans son livre « Dynamique du soi », elle nous montre le chemin depuis le chaos originel, la grande soupe primitive, indifférenciée, qui nécessite progressivement d'y amener de la clarté, de la différenciation et de l'ordre. C'est le chemin de la création depuis l'origine du monde. C'est aussi le chemin que chacun d'entre nous est invité à suivre depuis son arrivée au monde. Cette acceptation de l'ordre des choses, car pour toi comme pour Jung, il existe bel et bien un ordre qui, s'il n'est pas trop perturbé, permettra à l'individu de se différencier de sa mère en intégrant la réalité du père. Selon les termes jungiens, cette résolution des complexes maternels puis paternels, dynamique qui nous lie à la mère et au père, cette résolution nous amènera progressivement sur la route de l'individuation. Pour éviter toute confusion, nous pouvons dire dès à présent qu'il ne s'agit pas ici de devenir individualiste, n'ayant plus rien à faire des autres, bien au contraire. Il s'agit de cheminer vers une rencontre authentique avec soi-même, une réalisation la plus pleine possible de notre véritable nature. Advenir soi-même dans le sens noble du terme, relié à la profondeur, à l'authenticité, conscient de soi-même, conscient de l'autre, comme un être à la fois semblable et fondamentalement différent de moi. Un autre que je peux appréhender pour lui-même et non plus comme un prolongement ou un reflet de moi-même. En quelque sorte, devenir soi. Cela nécessite de ne rien laisser de côté, d'accueillir et d'intégrer aussi la face cachée, l'ombre, qui pour Jung est bien plus vaste et pleine de vie que l'inconscient freudien. Nous avons besoin de ton éclairage pour bien comprendre ce que veut dire ce soi. De quoi parle-t-on vraiment? En fait, il y a trois façons d'écrire ce simple mot de 3 lettres. Soi, S-O-I, soit S majuscule O-I, soit S majuscule, O majuscule, I majuscule. Alors là, ça devient très complexe. Je compte sur toi pour nous éclairer. Cette rencontre avec le soi qui, si j'ai bien compris, nous invite à un plein déploiement de nous-mêmes, tout en nous connectant à bien plus grand que soi. Il se présente dans les rêves, entre autres, à travers des figures archétypales et des images comme un oiseau, un enfant, un centre, etc. On le rencontre dans la psychologie de Jung, mais aussi chez Arnaud Desjardins, qui, avec son propre maître, Swami Prajnampad, nous propose l'Adhyatma Yoga, yoga vers le soi. Rien d'étonnant, puisque cette réalisation, cette rencontre avec le soi, que les Indiens appellent aussi l'Atman, est aussi le but de la philosophie indienne en général et de tout yoga en particulier, porte d'entrée de la plus haute réalisation spirituelle. L'esprit des cours de yoga et les postures que nous y pratiquons nous invitant à une intériorisation propice à ce cheminement. Alors, pour commencer, peut-être Lily, tu peux te présenter et nous dire comment est-ce que tu es arrivé à te passionner pour ce cheminement psychologique et spirituel de l'être.
D'abord, bonsoir à vous. Merci d'être là, nombreux. Je suis contente de pouvoir parler devant vous. Je pourrais dire tout simplement que ma quête personnelle, qui, je l'espère, rencontre, et même j'en suis sûre, rencontre la quête de chacun d'entre nous. Elle s'origine bien entendu dans mon enfance, puisque tu as parlé du paternel et du maternel, où je me suis trouvée 5e de 7 enfants chez des parents enseignants, ils étaient instituteurs de village, et où j'avais une maman très pieuse et très grenouille de bénitier, et un papa instituteur de la République, plutôt ravachol, qui transmettait les valeurs du citoyen, qui transmettait l'importance de notre appartenance à la société civile, de vivre dans le village, de prendre des responsabilités. Donc il y avait maman avec son cœur très ouvert et sa foi en bonne partie du charbonnier, et puis un papa qui rangeait bien les choses de façon méthodique et qui prônait le développement de soi à travers il nous conseillait de prendre une place dans la société et de s'y accomplir. Au-delà de ça qui m'appartient et qui appartient à tous, en fait, ça pose la question, la profonde question du soi, c'est comment faire du un avec du multiple. Chacun d'entre nous, on a un parcours avec des moments différents qui parfois n'ont pas l'air d'avoir un sens particulier, ça a l'air décousu. On peut avoir des amours multiples, on peut avoir des amours difficiles, alors qu'on rêverait de quelque chose qui soit dans la durée, dans la solidité, dans la construction. Quelquefois, on a réussi à construire quelque chose avec une certaine rigueur. Et puis, au fond de nous, il y a une tristesse, il y a quelque chose qui n'a pas son compte. Donc, nous sommes déjà coincés entre cette nécessité de mettre de l'ordre et puis une part de nous-mêmes qui n'arrête pas d'inventer, de foisonner, qui nous attire par là, et puis par là, et puis par là. Donc la question du soi, c'est faire du un avec le multiple. Alors, on a une sorte de slogan à l'association Yoga et Créativité qui donc, organise la soirée, c'est l'harmonie du corps, du cœur et de l'esprit. Je crois qu'on est en plein dans le un avec du multiple. Voilà. Nous sommes évidemment composés de parties différentes qui sont vitales chacune. Et très souvent, nous avons réussi à en conjoindre deux, et il y en a une troisième que nous avons du mal d'intégrer. Je vais continuer avec mon parcours parce que ça parle de par où je suis passée, et au fond, il y a une dynamique cachée. Donc au départ, quand j'ai fait philo, et que j'avais découvert Freud, comme tous ceux qui font philo, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et dans mon enthousiasme immédiat, j'ai dit je veux faire psycho. Et tout le monde m'a dit mais pas du tout, d'abord il n'y a que les fous qui font psycho, et puis après on croûte pas, t'es doué en maths, il faut que tu fasses autre chose, etc. Et comme mon désir n'était pas encore affirmé, je désirais ça et puis encore plein d'autres choses. En fait, je me suis mise à faire, c'est quand même les humanités, mais j'ai fait du droit. Ça, je rejoignais mon père. J'ai fait du droit pour comprendre comment le monde, les humains avaient réussi à se structurer et comment ils avaient posé des lois pour arriver à vivre ensemble. Donc, au lieu de partir du côté de la psyché, du côté du cœur, du côté de l'âme, je partais du côté comment marche la société. Et puis, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était insatisfaisant pour moi, c'est-à-dire que, certes, on savait faire marcher des choses,
Certes, on savait obtenir des résultats, certes, on faisait des sous, mais l'humain, dans le milieu économique, dans le milieu de l'entreprise, l'humain, c'était là au milieu tout le temps, sans qu'on sache très bien quoi on fait. C'est pour ça que l'une des premières formations que j'ai faites quand j'ai commencé à travailler, c'était d'apprendre un certain enseignement du management avec Willy Chamins, qui remettait l'humain au centre de la dynamique économique. Et là, qui montrait ce paradoxe que si quelqu'un est tenu trop serré, si on lui demande des résultats trop serrés d'une manière trop étroite, il ne peut pas s'investir, et que donc il faut qu'il ait de l'espace pour s'exprimer à sa manière, et c'est seulement grâce à cet espace qu'il va pouvoir apporter ce qu'il porte de particulier, et c'est ça qui va enrichir le groupe. Ça partait vers comment faire naître l'intelligence collective à partir de personnes qui sont si différentes, et pourtant, il faut arriver à un résultat. Chaque fois, je tombais sur un paradoxe. Il fallait à la fois de l'ordre, il fallait à la fois une direction, il fallait à la fois des réglementations, et pourtant, il fallait laisser un espace pour que quelque chose de la créativité puisse émerger. Alors c'était dans les années 70 où on découvrait aussi des tas de techniques de psychothérapie et où on voulait libérer les énergies et on se débrouillait pour organiser des séminaires où les gens criaient, pleuraient, lâchaient leur colère, tapaient contre des murs, enfin bref. C'était l'époque où on trouvait des techniques pour permettre à la personne d'être déstabilisée par rapport à son monde habituel, dans l'idée de faire venir ce qui était refoulé, ce qui était caché, un tas de richesses. Mais ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est qu'on savait très bien déstabiliser les gens, ouvrir la boîte de Pandore, mais quand il fallait après les aider à tout ranger dans le bon ordre pour revenir à leur vie, on savait beaucoup moins faire. C'est pour ça que donc dans mon métier où j'enseignais le management et on avait un travail sur soi qui était de cet ordre-là, je me suis dit c'est pas possible, je ne peux pas continuer à ouvrir des portes comme ça sans moi-même avoir fait un très sérieux travail. Et voilà que je débarque chez les Jungiens, que ça me passionne tant que je décide aussi d'être psychanalyste. Donc je revenais à mes premières amours après avoir rencontré vraiment les insuffisances du premier chemin. Et puis, pareil, quand on rencontre Jung, contrairement à Freud, forcément on touche à l'âme et on touche à la spiritualité. Et comme la vie, au fond, est très bien faite, c'est à ce moment-là que j'ai croisé la route d'un certain monsieur Arnaud Desjardins. C'est un ami qui m'a emmené tout près de lui. C'est souvent nos histoires d'amour qui nous emmènent là où on ne voulait pas aller. Hein. Donc, et là, j'ai découvert la dimension de la spiritualité, associée donc au yoga. Arnaud avait un maître indien. Et j'ai continué, tous ces morceaux-là, j'ai cherché à les rassembler en quelque chose de cohérent. C'est de ça qu'est sorti le livre La dynamique du soi. Donc, c'est mon chemin personnel qui, tout seul, me conduisait à une quête de l'universel. Voilà. Donc, tu étais parti de l'importance du corps, l'importance du cœur, l'importance de l'esprit. L'importance des trois ensemble. Voilà, comment l'harmonisation des trois. Comment les faire vivre ensemble. Alors, ça n'est donné à personne, c'est un long chemin.
chacun d'entre nous, quelque part, récapitule l'histoire de la vie. Déjà en tant qu'embryon, c'est la loi de Haeckel, un scientifique de la fin du 19e siècle, qui postulait que l'embryon récapitule l'histoire de la vie depuis les toutes premières cellules et la vie intra-utérine, et puis le passage dans le monde de l'air, que toutes ces étapes, il récapitule la vie. Et Pierre Solier, qui était mon psychanalyste avec lequel j'ai fait une bonne partie de ma formation de jungienne, disait « La psyché fait la même chose. Elle récapitule l'histoire de l'humain. » C'est-à-dire que quand nous arrivons au monde, nous avons un équipement du corps, mais nous avons aussi un équipement de l'âme qui est à l'état de potentiel, ce que Jung nomme les archétypes. Et ce potentiel, il a besoin d'être mis en chair, mis en réalité, mis au contact avec les rencontres de notre vie. Par exemple, le potentiel d'aimer, qui vient spontanément d'entrée de jeu, potentiel d'aimer et d'être aimé, évidemment, il s'origine dans le lien avec la mère. Et cet amour, il est au départ complètement collé au développement du corps, à la faim, à la tétée, au bon sein. Le psychisme et le corps arrivent en même temps. Chacun d'entre nous avons démarré comme ça. C'est un petit corps avec un potentiel d'amour qui va commencer à développer ça dans la rencontre avec le premier être de sa vie qui est sa mère. Je parle là un langage tout à fait jungien. Chez Jung, la psyché se construit avec les deux aspects. Il y a le potentiel que nous avons de naissance, qu'on pourrait dire qui est ce que l'humanité a su faire jusqu'ici et qui a été intégré. Et ce potentiel de naissance, spontané, pour se tisser et faire un tissu psychique, a besoin de rencontrer à l'extérieur un autre humain qui lui apporte en quelque sorte un miroir et une réponse. De façon très simple, nous naissons avec le potentiel du langage, et pour que ce potentiel se réalise, il faut que quelqu'un nous parle. Et nous allons parler la langue des premières personnes qui nous ont parlé. Notre faculté d'aimer, c'est la même chose. Notre faculté de comprendre, de savoir, de nous développer, c'est la même chose. Tour à tour, au long de notre vie, quelque chose à la fois vient spontanément par l'énergie endogène de l'archétype et a besoin de rencontrer en face quelqu'un qui l'incarne. Donc, d'abord notre mère. Grâce à sa mère, l'enfant apprend qu'il est un tout. Il apprend d'abord à compter, j'aime bien dire, il apprend d'abord à compter jusqu'à 1. C'est qu'il fait à sa mère un tout différent du reste. Il ne compte que jusqu'à 1 dans ce premier temps de fusion avec la mère, fusion qui ne tarde pas à avoir des aventures, puisque la maman, dès le début, à la fois va avoir la faculté de combler son petit, et en même temps ne va pas tarder à le décevoir terriblement, parce qu'elle ne va pas toujours lui donner ce qu'il attend, pas de la façon qu'il l'attend, pas au moment où il l'attend. Et les affres de l'amour commencent à se mettre en place d'entrée de jeu. Mais à partir de ces affres, commence la possibilité de l'altérité, c'est-à-dire de sortir de ce un des origines qui reste en nous sous la forme d'un paradis perdu,
mais qui ne tardera pas à connaître ses enfers, puisque toute mère est à un moment donné ou à un autre tout à fait insatisfaisante pour son enfant. Cette apparition de la déception ouvre la porte à l'altérité et à l'apprentissage du deux. On peut dire que c'est les premières crises qui apparaissent là. Voilà, la première crise, on peut dire, c'est la naissance. Et puis, de crise en crise, l'enfant, et puis après, les personnes que nous sommes, vont apprendre à franchir des seuils. Donc, le premier, ce sera d'apprendre à compter jusqu'à 2, à commencer à être apte à dire je en face d'un tu. C'est notre mère qui nous apprend ça, et notamment aussi dans tout l'apprentissage de la propreté. Toute cette phase, pour arriver à compter jusqu'à 2, on pourrait penser que ça se termine assez tôt dans la vie. En vérité, ça dure assez longtemps. Parce que souvent, nous ne savons compter que jusqu'à 2. Nous sommes très souvent emberlificotés dans le ou bien, ou bien. Pour revenir au travail sur nos différentes composantes, il y a beaucoup de mouvements qui ne comptent que jusqu'à 2. Soit on va s'occuper du corps et de la psyché, mais on ne veut pas entendre parler de spiritualité, c'était le cas de Freud. Soit on va s'occuper du corps et on va s'occuper de la spiritualité, mais on ne veut pas du tout entendre parler de l'âme et de la psyché. Certains mouvements de yoga comme ça. Certains aussi ne veulent entendre parler que de spiritualité et de travailler sur le corps, mais pas du tout de travail sur la psyché. Arriver à comprendre que le chemin passe obligatoirement par les 3, c'est un long chemin. Et en fait, on commence à se rendre compte que ça ne va pas quand justement on rentre en crise, parce qu'il y a la vie qui nous résiste et il nous arrive des bricoles qu'on n'avait pas du tout vu arriver, parce qu'on pensait qu'on était sur une bonne voie et qu'on avait bien vu clair, et c'est toujours la part qu'on avait oubliée qui vient se remettre au milieu. Mais c'est aussi ces parts qui viennent nous bousculer, qui nous permettent de grandir et d'évoluer. Voilà. Le premier qui vient mettre la pagaille, vous le savez bien, c'est le père. Entre la mère et l'enfant, un beau jour, il y a quelqu'un qui arrive là, qui a une grosse voix, et puis qui commence à contester le grand pouvoir de l'enfant sur sa mère, ou le grand pouvoir de la mère sur l'enfant. Et quand ce troisième terme, le père, arrive, il est d'abord vécu comme mauvais. Il est d'abord vécu comme abusif. Il va falloir faire la révolution, il va falloir le jeter à la poubelle. Enfin, le père est dans un premier temps très mal vu. Alors, au passage, pour se repérer dans la carte, on est parti du 1, là on va passer rapidement au 2, on envisage de passer au 3. Le signe qu'on a beaucoup de mal de passer au 3, c'est quand on est fâché avec le temps, quand on est fâché avec l'argent, quand on est fâché avec les lois, quand on trouve très rapidement que l'autorité est abusive, et d'ailleurs ce serait mieux s'il n'y avait pas du tout d'autorité, là on a du mal avec le 3. Je ne citerai personne. L'arrivée du père, au troisième terme, est d'abord vécu comme un étranger, comme celui qui veut du mal à l'enfant. Alors, peut-être c'est bien de repréciser, le 1, c'est la fusion avec la mère. Oui, mais déjà, moi-maman, mais déjà séparé d'un fond. Voilà. Pour qu'il y ait un 1, parce qu'avant, tout est mélangé. Avant, Qu'il y ait déjà un 1, tout est mélangé. Quand il y a déjà un tout magnifique mère-enfant, il y a un fond qui n'est pas le tout. Il y a une figure qui se détache sur un fond. C'est la première. Ensuite, il y a l'apprentissage du 2, puisque l'autre est un autre,
Et Dieu sait que ça, on n'a pas fini de toute notre vie pour le comprendre, que l'autre est vraiment un autre, et qu'il n'est pas comme j'avais pensé qu'il serait, et qu'il ne va pas faire ce que j'avais pensé qu'il ferait. Là, ça va être. Là, il y a du travail. Mais intégrer une troisième dimension, avec les symptômes dont je vous parlais tout à l'heure, le temps, l'argent, la loi, ça passe aussi par une terrible crise. Ce que je voudrais que tu reprécises, c'est le 2, c'est la différenciation de la mère et de l'enfant. Voilà. L'enfant se rend compte qu'il est quelqu'un et que sa mère est quelqu'un. Et que ce n'est pas la même chose. Et qu'il y a un jeu, il y a la possibilité d'un tu. Et ça, il le rencontre avant même d'intégrer la réalité et la place du père. Alors, il y a déjà une partie de structure qui se met en place, mais voilà, le père, l'Oedipe n'est pas encore passé, le père n'a pas encore sa pleine place. L'enfant ne sait pas encore compter jusqu'à 3. Enfin, il y a plein d'enfants ici, hein, puis je peux me mettre dedans. Par moment, nous n'arrivons pas à compter jusqu'à 3. Et à donner une égale place à des composantes différentes et vitales, comme le corps, le cœur, l'esprit. Alors, tu disais tout à l'heure que c'est par la rencontre avec les parents que, par exemple, le langage peut se mettre en place. Il est là potentiellement. Oui. Bon. Mais comment tu situerais l'inconscient collectif, qui est quand même un terme, Oui. un principe important chez Jung? Alors, tu as raison de relever ça parce que ça va ensemble. La notion d'inconscient collectif, c'est-à-dire c'est quelque chose. Les racines de notre âme plongent dans l'âme collective. Nous sommes en lien avec l'inconscient collectif et ce que ça donne comme possibilité, c'est que si l'enfant n'a pas trouvé chez son père ou sa mère une personne qui pouvait lui apporter ce dont il avait besoin, j'ajouterais que parfois c'est le père qui va apporter du maternel et c'est la mère parfois qui va apporter du paternel. Mais si l'enfant ne trouve pas dans son entourage les personnes adéquates pour grandir, pour se construire, pour fabriquer son tissu psychique, le fait qu'il ait en lui-même spontanément la dynamique des archétypes fait qu'il a la possibilité d'aller chercher ailleurs la personne manquante. C'est pour ça qu'il y a la possibilité de la thérapie. C'est pour ça qu'il y a la possibilité de faire appel à d'autres personnes que nos parents. C'est pour ça qu'il y a des enfants résilients. C'est-à-dire que tant que l'archétype n'a pas trouvé la personne sur qui s'appuyer, il va le chercher. C'est comme un enfant qui va bien, il va chercher sur qui s'appuyer pour pouvoir faire sa croissance. Et ça, c'est possible toute notre vie. Le point d'appui, ça peut être le thérapeute, ça peut être le professeur de yoga, ça peut être le maître spirituel. C'est la personne extérieure qui va avoir suffisamment de stabilité et de générosité pour laisser quelqu'un s'appuyer sur lui ou elle et lui permettre de traverser sa crise pour pouvoir intégrer ce qui lui manquait. Il peut y avoir plusieurs personnes successives, et sur le plan psychologique en tout cas. Il y a plusieurs personnes successives, oui, toujours, toujours. C'est pour ça que notre croissance psychique, la croissance de notre âme, elle se fait toute la vie en fait. Tu parles d'âme, c'est un terme souvent complexe, oui. Et ça m'amène aussi à cette complexité aussi. Comment s'articule psychologique et spirituel? Tu en parles dans ton livre à un moment. Voilà. Alors, ce qui m'avait beaucoup aimé dans l'enseignement de Swamiji, de Swami Prajnanpad, le maître d'Arnaud, et qui était chez Arnaud lui-même, c'est qu'il s'était rendu compte, notamment au contact des Occidentaux, c'est que tant que la personne n'est pas solidement construite, elle ne peut pas, elle peut très difficilement trouver une autonomie dans la dynamique spirituelle. Autrement dit, le passage dont je parlais juste avant,
compter jusqu'à 1, compter jusqu'à 2, compter jusqu'à 3, en fait, sont des étapes nécessaires pour après faire une chose d'une toute autre sorte, mais néanmoins, paradoxalement, qui est quand même dans l'enfilade, c'est d'apprendre à compter jusqu'à 0. Apprendre à compter jusqu'à 0, c'est fréquenter le vide, fréquenter le silence, c'est au moment de la méditation, faire ce voyage à l'intérieur de soi qui nous conduit à toucher par la fine pointe de l'âme, par la part de nous-mêmes la plus subtile, de toucher, faire l'expérience d'énergie fine et délicate qui nous rapproche du soi, dans les 3 sens du terme. Soit, si je commence à me taire et à rester tranquille, je vais commencer à me rapprocher de moi-même, le soi au sens de fort intérieur. Le soi avec un S majuscule qui est l'archétype du soi, dont nous sommes porteurs en arrivant sur la Terre, d'après Jung. C'est l'archétype qui lui-même est animé d'une dynamique qui nous pousse vers une réalisation. Elle est endogène et toute la vie, elle se manifeste et elle nous pousse, elle accélère les moments de crise et dans les moments les plus difficiles, elle va nous apporter les aides dont nous avions besoin. Quand l'archétype du soi est activé, il y a des phénomènes de synchronicité, c'est-à-dire des événements intérieurs et extérieurs qui entrent en résonance, et il y a des coïncidences tout à fait étonnantes qui peuvent se produire. Tout d'un coup, je tombe sur la personne que j'avais besoin de rencontrer, je tombe sur le livre que j'avais besoin de lire, etc. Quand la dynamique du soi, qui est une dynamique endogène, nous pousse vers un chemin spirituel. Il nous pousse à la spiritualité, il nous pousse à qui est le plus grand accomplissement que la personne peut connaître. Il nous pousse à la fois à la pleine réalisation de nous-mêmes sur un plan temporel, sur le plan du corps, spirituel. Sur le plan du corps, sur le plan du cœur, dans nos amours, dans notre vie affective, sur le plan de la connaissance, avec la conquête du monde, nous avons chacun la nôtre, et entre autres conquérir une place dans la vie sociale, chacun, pour vivre ce que les Indiens appellent son dharma, c'est sa place dans la collectivité, et au-delà de ça, aller au-delà pour rencontrer quelque chose de plus fin et plus subtil, qui est la dynamique de l'âme. Arnaud Desjardins disait aussi que le fait qu'on ne soit pas complètement réalisé fait qu'on est constamment insatisfait et oui. Que ça nous pousse constamment vers un désir d'aller plus loin, de se transformer, d'évoluer, d'avancer. On peut nommer ça un appel. Voilà, nos insatisfactions ont leur fonction. Oui, ça nous met en mouvement. Nous pouvons honorer nos insatisfactions, nos colères, nous pouvons honorer nos colères, nous pouvons honorer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui peut contribuer à traverser ce que nous avons à traverser pour avancer sur la dynamique du soi. Et puis le soi, la dernière acception du mot soi, c'est celui de la spiritualité, c'est-à-dire c'est ce qui est au-delà de toutes les formes et qui serait, enfin chacun pense ça comme il le pense, le ressent comme il le ressent, mais le monde sans forme qui est à l'origine de toutes les formes. Voilà, c'est le grand soi, tout en majuscule. L'Atman. Celui qu'on nomme mais qu'à la fois on ne peut pas nommer. Alors le paradoxe, c'est que il n'y a rien à faire. On doit tous passer par là, d'abord compter jusqu'à 1, et puis par 2, et puis à 3, et après jusqu'à 0, qui est un chiffre très particulier.
il y a souvent eu des personnes qui voudraient passer directement au 0 sans passer par le 3. Le paradoxe, c'est que nous devons tous passer par la même chose et en même temps, il n'y a pas de chemin qui soit le même. C'est à la fois universel et à la fois totalement personnel. La logique du soi est une logique paradoxale. Et avec une immense créativité. Voilà. Ces lois, on pourrait croire que la loi va fabriquer de l'uniformité. Alors que pour tous ceux qui sont artistes, que vous soyez musicien, que vous soyez peintre, vous savez qu'il faut un cadre et que c'est à l'intérieur d'un cadre que quelque chose peut se créer. La musique, elle obéit à des lois, les couleurs, elles obéissent à leurs lois. C'est à travers une contrainte, c'est à l'intérieur d'un cadre que quelque chose peut émerger et qui est toujours différent et toujours nouveau. S'il n'y a pas de cadre, on retombe dans le ni fait ni à faire. Ça ne prend pas forme. Pour que les choses prennent forme, il faut des contraintes. Alors, pas des contraintes qui étouffent toute vie, mais pas non plus la liberté totale. C'est à travers un cadre que quelque chose se crée. Le yoga, il y a des codes très précis. Le travail thérapeutique, il y a des codes très très précis. Il y a un cadre. La musique, il y a un cadre pour qu'on puisse jouer ensemble. Il faut obéir à ça. Il faut qu'on ait quelque chose en commun qui est de l'ordre du cadre. Et paradoxalement, c'est quand le cadre est bien fait que la créativité peut être la plus grande. Donc on est tous pareils et pas du tout pareils. Alors j'ai dit tout à l'heure que tu étais aussi spécialiste des rêves, et comme tout psy, et comme tout le monde d'ailleurs, nous entendons très régulièrement dire « j'ai fait un rêve idiot ». Et un jour, dans une conférence, j'ai entendu dire « cherchez l'idiot ». Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de d'où vient le rêve et quelle est sa fonction? Bon, alors de toute façon, chacun d'entre nous rêve chaque nuit, plusieurs fois par nuit. Nous passons un grand temps de notre existence à rêver. Et quelqu'un qu'on empêche de rêver en meurt. Et puis certains animaux développés rêvent aussi. Donc c'est une activité. Dès que vous avez un certain développement des capacités du cerveau, vous avez des personnes qui rêvent. À quoi sert le rêve? Justement, alors ce que j'ai adoré, moi, quand j'ai fait mes études jungiennes, c'est qu'on a appris à travailler le rêve. Et j'ai découvert, en effet, que je croyais parler une langue, le français, mais qu'en fait, toutes les nuits, en même temps, j'en parlais une autre qui m'échappait totalement. Et que j'en avais des bribes, j'en avais des morceaux, mais je ne comprenais pas ce qui venait de moi. C'est bien moi qui avais rêvé, je reconnaissais les personnages, certains rêves, je peux en parler des années après, c'est très frappant. C'est bien moi qui l'ai fait, et pourtant, je ne comprends pas ma propre langue. Effectivement, l'inconscient parle, et plus on parle avec lui, et plus il s'exprime clairement. Et en fait, on parlait de l'inconscient collectif. Il est à la fois l'envoyé de l'inconscient collectif, on disait que c'était les anges, il est à la fois l'envoyé de l'inconscient collectif, et à la fois il parle un langage il parle un patois qui m'est très personnel, et il dit quelque chose. Et quand on n'entend pas ce qu'il dit, il le redit, il le redit, il le redit jusqu'à ce qu'on l'entende. Et moi depuis presque 40 ans que je reçois des personnes et que j'écoute des rêves, jamais une seule fois je ne me suis trompée sur à qui appartenait le rêve. Dans ma bibliothèque, dans ma grosse tête, là, j'ai plein de rêves en souvenir. Jamais une seule fois, je n'ai attribué un rêve à quelqu'un d'autre.
tellement, c'est comme la voix ou le visage ou enfin, ce que nous avons de très particulier. On ne peut absolument pas, quand on écoute vraiment et qu'on a l'habitude, on ne peut pas se tromper qui a rêvé quoi. On a chacun notre ADN du rêve. Absolument, et notre une façon très très particulière de dire les choses. Donc cette autre langue que je voyais bien, que je parlais toutes les nuits, j'ai appris à écouter ce qu'elle me disait, et puis j'ai appris à aider des personnes à écouter leur propre deuxième langue. Et ça c'est étonnant. Il y a une intelligence à l'œuvre, envoyée du soi, il y a une intelligence à l'œuvre qui parle en nous chaque nuit et qui peut nous guider. Comme autrefois, Joseph, le jeune hébreu qui était chez les Égyptiens, traduisait les songes pour guider le pharaon. Et de tout temps, on sait que les songes sont les envoyés des dieux. Qu'est-ce que c'est les dieux sinon l'inconscient collectif? Les rêves nous guident sur le chemin et peuvent nous aider à comprendre pourquoi on passe par des difficultés pareilles, pourquoi on passe par des crises pareilles, pourquoi il nous arrive tant de choses difficiles. Et bien c'est parce qu'on va quelque part, si toutefois on veut bien y aller. Tu parles beaucoup d'inconscient, dans le langage jungien, on emploie aussi le terme d'ombre. Quelle Voilà. différence tu pourrais nous donner entre l'inconscient freudien et l'ombre de Jung, ou le concept d'inconscient chez Jung? Alors, d'abord l'ombre, qu'est-ce que c'est chez Jung? L'ombre, c'est la partie de l'inconscient qui est la plus dynamique et qui est la plus proche d'arriver à la conscience. C'est celle qui vient nous tirer les pieds la nuit, qui nous embête, qui nous met des bâtons dans les roues, qui nous fait faire exactement ce qu'on ne voulait pas faire, dire exactement ce qu'on ne voulait pas dire, oublier la chose qui était si importante. Et mon Dieu, je l'ai oublié. Pourquoi? Enfin bref. L'ombre, c'est la part de l'inconscient qui est la plus proche et à la limite qui frappe à la porte et avec laquelle on va pouvoir commencer à discuter. Quand on fait une analyse jungienne, on rencontre l'ombre et on commence à discuter avec elle. Qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle apporte? Alors, la différence entre là où Jung s'est séparé de Freud, parce que pendant tout un temps ils étaient extrêmement proches, ils sont d'accord sur l'importance de l'inconscient. Ils sont d'accord sur l'existence du refoulé. Et notamment que est refoulé dans l'inconscient les parts de nous-mêmes qui n'ont pas été accueillies, qui ne sont pas persona grata. Dans toutes les sociétés, dans toutes les familles, il y a des choses qui sont valorisées et des choses qui sont dévalorisées. Ce que a mis en lumière Freud, c'était à quel point la sexualité était dévalorisée, crainte, refoulée. Donc, une partie de l'inconscient, c'est bien se refouler. Et l'inconscient chez Freud, c'est l'éternel combat entre la pulsion, le désir, l'élan vital, et les interdits représentés par le surmoi. On pourrait dire que le père et la mère se tapent sur la figure à qui mieux dans l'inconscient freudien. Chez Jung, en fait, il y a le troisième terme, le soi. Et c'est le soi qui conduit à la spiritualité. Pour Freud, et ça se comprend parfaitement à l'époque où il a créé son œuvre, la science avait absolument besoin de se dégager de toutes les croyances plus ou moins moyenâgeuses et de tous les abus de certaines religions. Donc, pour que sa théorie soit reconnue comme scientifique, il a écarté complètement toute dimension spirituelle. C'était son principe de travail. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas en lui, mais voilà. Chez Jung, tout de suite, la dimension spirituelle était là.
Et à travers son archétype du soi, c'est comme si l'étincelle de la vie spirituelle, l'escarboucle, elle était là d'origine et elle demande à grandir. Et c'est la dynamique du soi, en rapprochant les opposés, en dépassant la contradictoire des opposés, qui permet l'évolution verticale. Donc l'homme n'est pas voué au désespoir d'avoir à l'intérieur de lui deux chiffonniers qui se tapent sur la figure, et puis le brave moi, il fait ce qu'il peut avec tout ça, et en plus il se débrouille avec la réalité. La possibilité d'un apaisement existe chez Jung. On peut dire que c'est le mot de la fin, ou tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions? Je pourrais ajouter que c'est un élan vers l'apaisement. C'est un élan vers le moment où on a réussi à, comment dire, donner à chaque part de soi-même sa place et ne pas laisser une des parts prendre le pouvoir et foutre le bazar dans la maison. C'est le moment, donc, ça vise un apaisement. Je sais que beaucoup d'entre vous font du yoga et que la visée est de trouver un état d'apaisement, un état de, comment dire, comme si tout d'un coup on pouvait atteindre un niveau où ça y est, c'est bon, on est sur le plateau et on va y rester et il n'y aura plus de transformation, c'est bon, on est arrivé au bout. Il y a cette quête-là aussi pour ceux qui cherchent l'éveil. Mais la vie est très bizarrement faite. Dès qu'on est arrivé quelque part, elle en profite pour continuer à inventer des choses nouvelles. Donc, rêver d'un moment où tout est résolu, je pense que... Oh ben, c'est bien rêver, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, que les crises sont là pour nous faire avancer. Ben oui, parce que nos potentialités sont grandes, mais nous n'irons nulle part sans nos frères humains. Et imaginez un endroit où on serait totalement en paix et puis il n'y a plus rien qui bouge, ça voudrait dire qu'on n'est pas sensible à ce qui nous entoure, on n'est pas sensible à ce qui arrive à nos voisins, on n'est pas sensible à notre monde qui lui aussi traverse ses transformations et ses crises. Le jour où l'enfer sera vide et où tout le monde sera sauvé, alors là oui. Mais c'est pas tout de suite. Et nous serons morts, mon frère. Et on voit ces jours-ci que la jeunesse a bien compris ça, puisqu'elle descend dans la rue pour dire « sauvons le climat ». Oui. J'ai vu une pancarte en photo dans un magazine où une jeune avait écrit on ne nique pas sa mère, M-E-R. Et j'ai trouvé que c'était très juste. Cet interdit de l'inceste qu'elle mettait par rapport au fait qu'on ne doit pas non plus le commettre par rapport à notre planète et par rapport à l'univers. Donc ça se renouvelle tout le temps et à des niveaux différents et en résonance avec les autres. Et voilà. Merci Lily. C'est qu'à un moment donné ou à un autre, la personne a fermé la porte. C'est qu'il y a eu un événement qui fait qu'elle a fermé la porte. Mais, et puis qu'après, c'est quelque chose, si on n'y prête pas attention, vous savez, c'est comme les acouphènes dans l'oreille, si on n'y prête pas attention, après on ne se rappelle même plus qu'on les a. Mais si on refréquente, si on prête attention, ils reviennent. Et il y a quelques techniques, notamment il y a une technique de yoga, qui permet de faire revenir les rêves, et là j'ai déjà eu des résultats très très étonnants. C'est quand on fait, au moment où on s'endort le soir, dans l'entre-deux entre la veille et le sommeil, si on se met en relaxation profonde et qu'on visualise les couleurs de l'arc-en-ciel, en commençant par le rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet,
quand vous arrivez tout au fond au violet, et que vous vous demandez à vous-même gentiment de vous envoyer un rêve, étonnant. Mais il faut le demander gentiment. Et il faut le recueillir le lendemain matin. Et le lendemain matin, dès que vous avez un tout petit bout, vous le notez. Et moi, j'ai eu plusieurs fois des personnes qui ne rêvaient plus du tout, qui se sont remis à rêver. Enfin, à se rappeler de leurs rêves. Et ça a aussi permis un travail pour retrouver à partir de quand vous ne rêviez plus. Et souvent, on trouve un événement difficile. Il y a le fameux stade du miroir. C'est très différent suivant les enfants. Donc c'est pareil en psychologie, on repère des moments précis où l'enfant à la fois prend conscience qu'il est quelqu'un et puis que sa mère est quelqu'un d'autre. C'est assez tôt à mon avis, hein, un an et demi peut-être. Mais il y a, ce dont je me suis rendu compte, c'est que certains très très tôt, vers 3 ans, ils savent qu'ils sont quelqu'un, ils savent qu'ils sont un sujet. Et puis d'autres, ils ont 25 ans, ils ont 30 ans, ils ont 40 ans, ils ne savent pas qu'ils sont quelqu'un. Ils n'ont pas la moindre idée à ce sujet. Donc, c'est complexe, hein, parce qu'on peut en avoir vu un bout, mais pas tout. Mais rapidement, l'enfant se rend compte que il fait pas, et heureusement qu'il ne fera pas de sa mère tout ce qu'il veut. Il vaut mieux l'aider à se rendre compte qu'il ne fera pas tout ce qu'il veut. Oui. Oui, le fameux je suis, le je suis de Descartes, la conscience, la conscience. À partir du je suis, c'est là que la verticalité commence à s'ouvrir. Mais une de mes grandes découvertes stupéfaites, c'était de voir à quel point il y avait beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'elles sont quelqu'un. Et que simplement parce qu'elles sont là, simplement, il y a des gens qui disent « faites comme si je n'étais pas là ». Réaliser que rien que par ma présence, ça change tout pour l'autre. J'ai rien fait, j'ai rien dit, mais je suis là. Vous savez, le bébé qui appelle Maman, t'es là? Oui, il a juste besoin de savoir qu'elle est là. Mais avoir cette conscience que notre présence, surtout quand elle est verticale, notre présence change la donne dans un groupe, dans une famille, c'est une énorme découverte. Ça change tout. Quelqu'un qui sait qu'il est quelqu'un. Et que c'est une chose heureuse. Et que c'est une chose heureuse. Une question. C'est autour de l'autonomie. Votre capacité d'autonomie, ça veut dire des choses très simples. Être capable de rester seul, être capable de gagner sa croûte par soi-même, ne pas être totalement dévasté et désespéré parce que quelqu'un vous a quitté. Il y a aussi, sur le plan de la morale, tant que nous sommes débutants sur le plan paternel, les lois, elles nous sont données par l'extérieur. C'est comme si la première structure était comme une carapace d'un insecte à carapace, avant de devenir des vertébrés. Et nous devenons vraiment des vertébrés quand nous avons notre propre éthique. C'est-à-dire que nous faisons les choses, non pas pour obéir à papa ou maman, ou obéir à monsieur le curé, ou obéir à je ne sais quelle instance supérieure, ou à un surmoi sadique d'ailleurs, mais je me conduis parce que j'ai choisi de me conduire de cette façon-là. Parce que c'est comme ça
que je veux être, et une droiture qui est une colonne vertébrale psychique. Là commence l'individuation. Et ça n'est plus ce qui m'a été donné par la société, le monde extérieur, etc. Mais j'ai compris une fois pour toutes que je ne me développerai pas et je ne développerai pas mon lien avec les autres si moi-même je ne suis pas droite, si je ne suis pas propre, si je ne suis pas correcte. Il y a des choses, je choisis, moi ça je ne le fais pas. Par contre ça je le fais. Et on est loin de la petite morale de l'extérieur. Voilà. En t'écoutant, on voit bien aussi comment le corps est très présent. Tout à fait. Dans cette individuation. Ouais. Comment est-ce qu'il y a quelque chose qui s'installe, qui fait que j'ai une conscience à travers le corps intérieur de moi-même. Passer d'une carapace à une colonne vertébrale. Ça, c'est un vécu corporel. Oui, une certaine densité. Il y avait à un moment donné, on faisait, et je crois que ça existe encore, un travail sur les cuirasses. C'est des endroits du corps qui se sont rigidifiés à la suite de souffrance ou de posture de défense, etc. Et il y a tout un travail pour quitter la cuirasse au profit de la colonne vertébrale, de la verticalité. Et à partir de là, ça va ensemble, la verticalité du corps, la verticalité de l'autonomie et l'ouverture au divin. Ça se touche. Merci. Ça fait partie des difficultés que nous rencontrons. Par exemple, j'ai besoin de gagner ma vie, j'ai besoin de faire vivre ma famille, il faut bien que j'exerce un métier. C'est un métier où on me formate. Qu'est-ce que je fais de ma créativité? Qu'est-ce que je fais de mes aspirations, etc. Et on a chacun à résoudre cette équation-là à notre manière. Ou quand on a eu des parents trop rigides, qui ont tenté de beaucoup trop nous formater, comment passer de la carapace à la colonne vertébrale, c'est tout un travail et tout un chemin. Qui n'est jamais terminé. Non. Mais enfin, ça peut aller mieux quand même. Hein. Quand même. Il y a des trucs qui nous embêtent moins après. Quand même. Nous sommes à la fois un corps et une psyché. Donc les douleurs du corps et les douleurs de la psyché se tissent ensemble. Donc c'est sûr, il est arrivé quelque chose. Mais quoi, quand? Voilà, bien sûr. Ça rejoint ce que Lily disait tout à l'heure par rapport aux cuirasses. On appelle aussi les cuirasses musculaires. Oui. Hein. Les muscles sont entourés par un tissu qui va plus ou moins se ramollir ou plus ou moins se rigidifier, et souvent d'une façon déséquilibrée d'un côté et de l'autre, en fonction de tout ce que la vie nous amène. Et ça peut, entre autres, amener ces déformations de la colonne vertébrale. Tout à fait. Complètement en interrelation avec tout ce que l'on vit sur tous les plans, corps, cœur, esprit, spirituel. Bien sûr que ça relie. Pour penser les choses, pour les traiter, chez nous, les enfants de Descartes, on découpe en tranches. La médecine, elle est découpée en tranches, etc. Mais au-delà de ça, il y a une seule et même réalité. Il n'y a pas d'humain sans corps, il n'y a pas d'humain sans cœur, il n'y a pas d'humain sans âme. Donc ça se tricote en même temps. Mais on est bien obligé de les séparer pour les traiter intellectuellement. Il ne faut pas oublier que les trois se développent ensemble ou s'atrophient ensemble. On peut même dire que sans aller jusqu'aux déformations médicalement pathologiques, c'est aussi tout ça qui va structurer notre silhouette tout simplement. Et qui fait que, Lily disait, on peut reconnaître quelqu'un à ses rêves. Enfin, je ne mélange jamais deux personnes par rapport aux rêves, mais les silhouettes sont aussi toutes
différente. On voit de loin une silhouette, on sait qui c'est. Oui, une façon de marcher, une façon de se déployer, de se déplacer. Non, j'ai d'abord fait ma formation. Quand j'ai rencontré Arnaud, j'étais déjà analyste jungienne. Et d'ailleurs, il m'a proposé de travailler avec lui à cause de ça. Ça l'intéressait beaucoup. Et il m'a laissé travailler à ma manière. Ça ne le dérangeait pas. J'ai vu comment dire? J'ai vu qu'à la fois je pouvais entrer dans cette façon de travailler tout en pouvant rester moi-même, parce que l'école n'est pas la même, il y a des choses qui sont différentes. Il m'a dit un jour, vous êtes d'une tradition différente. Et pourtant, j'ai pu être très très proche. Il y avait quelque chose chez lui qui n'était pas du tout sectaire, au contraire qui était très ouvert. Et en renouant avec la spiritualité, celle d'Arnaud était d'origine indienne, mais enraciné il était protestant, dans son protestantisme d'origine, il disait toujours, en travaillant avec moi, vous allez retrouver votre religion d'origine, mais d'une autre façon. En fait, en même temps que je retrouvais Arnaud, que j'avançais dans mon lien avec lui, je renouais avec certains aspects de ma mère et certains aspects de ma religion d'enfant, tout en ayant des critiques très, très sévères, personnellement envers l'Église catholique et certains de ses abus. Il y a quelque chose que j'ai pu retrouver de mon élan spontané d'origine vers le divin. Et là, il y avait la place pour... je me suis d'une certaine manière rapprochée de moi-même, pourtant en me rapprochant de quelque chose qui venait de l'Inde, donc à l'autre bout de la planète, sachant qu'en Inde aussi je me sens chez moi, mais ça c'est encore plus mystérieux. Là. Quand vous êtes avec quelqu'un qui a une très grande ouverture, vous pouvez être librement vous-même, et vous pouvez être jungien, vous pouvez être freudien, vous pouvez être ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ou athée, ou ça n'a pas d'importance. Donc moi j'ai pu tricoter mon tissu comme je voulais, en fait. Il m'a même fait l'honneur de préfacer le livre sur le soi. Quand j'ai écrit mon premier livre, quand on écrit un livre, d'abord c'est un boulot de chien, on se demande si ça vaut la peine, on a beaucoup plus de raisons de ne pas écrire que de raisons d'écrire. Et je lui avais dit, Arnaud, si je termine mon livre, vous me ferez la préface. Il m'avait dit, trouvez d'abord un éditeur et puis ensuite je vous ferai la préface. Sachant qu'une fois qu'on a fini son truc, trouver un éditeur, c'est la croix et la bannière. Donc il m'a laissé me débrouiller avec ma difficulté. Et 9 mois après, j'avais trouvé mon éditeur. Je l'appelle et je lui dis, Arnaud, j'ai mon éditeur. 48 heures après, dans la boîte aux lettres, j'avais la préface du livre. Donc à la fois, il m'a pas tenu la main, hein, mais dès que moi j'avais fait l'essentiel, il était là. 9 mois. 9 mois. Par rapport à ce que tu dis, j'ai envie d'amener une précision pour que les choses soient bien claires. Tu dis que Arnaud t'a laissé une très grande liberté et t'a permis d'être véritablement toi-même, oui, et d'ancrer encore plus dans ton propre chemin. Oui. J'ai envie de dire que, bien sûr, c'est tout à fait juste, et c'était une des grandes richesses d'Arnaud, d'être très ouvert, et en même temps, il insistait beaucoup sur l'importance qu'on suive un chemin et qu'on sache bien où on allait, ce qui est l'inverse de ce qui se passe
beaucoup aujourd'hui où on suit 36 chemins sans trop savoir où est le chemin véritable que l'on suit. Vous prenez entre autres une image, si l'eau est à 100 mètres de profondeur, vous pourrez creuser 10 puits à 10 mètres, vous ne trouverez pas d'eau. Mais si vous creusez 100 mètres, là vous la trouverez. Or, 10 fois 10, ça fait 100, mais ce n'est pas le même chemin. C'est pas les mêmes 100. Non, c'est-à-dire que Arnaud connaissait bien quand quelqu'un était structuré ou quand quelqu'un courait partout dans tous les sens. Et donc, voilà, il me laissait libre parce qu'en même temps, il voyait bien que je ne partais pas dans tous les sens. Sinon, je suppose qu'il s'y serait pris autrement. Tout à fait. Alors, j'ai un petit peu dit tout à l'heure que notre inconscient personnel, celui, on va dire, dont s'occupait Freud, notre inconscient personnel, il y a des couches de profondeur. En profondeur, il est en lien, vous le savez tous, avec l'inconscient de notre famille, qui est en lien avec l'inconscient des nations auxquelles nous appartenons, à des choses de l'histoire que nous avons traversées, etc. Et de couche en couche, à l'âme universelle. Et plus l'âme se développe, plus je rentre en contact avec elle, plus j'avance en conscience, et on pourrait dire plus l'inconscience s'élargit et s'épaissit. On n'arrive pas au bout parce qu'il grandit avec le moi, il grandit avec la conscience. Mais il nous met en lien avec quelque chose de beaucoup plus vaste et qui dépasse le temps et qui est dans un autre temps. Voilà, l'âme du monde, elle n'est pas dans le même temps. Moi, le petit être humain, je suis dans un petit temps, mais par la profondeur, je rentre en contact avec des niveaux de temps tout autres. Je rentre en contact avec le tout autre, et là, je rentre en contact avec le plus vaste. Chez les Jungiens, il y a aussi la notion d'établir l'axe moi-soi. C'est ce que j'appelais la colonne vertébrale. Quand elle est établie, il y a une communication spontanée qui s'établit entre les couches les plus profondes et les couches les plus superficielles. Et donc, forcément, on est en contact avec des expériences beaucoup plus profondes et beaucoup plus fortes. Et Jung disait « je ne crois pas, je sais ». C'est-à-dire qu'il parlait d'expérience. Il parlait de son expérience. Donc, plus je descends profondément et plus c'est libre de circuler et plus je suis en contact avec le plus grand, qui parle tout le temps. Dans ma bibliographie, je cite le livre d'un scientifique sur l'histoire du nombre zéro, qui est une invention tardive qui nous est venue par les Arabes, et notamment du temps des Grecs, il n'y avait pas le zéro. Et l'invention du zéro et l'utilisation du zéro en mathématiques a fait faire des progrès extraordinaires aux mathématiques. On travaille même avec des nombres imaginaires et qui permettent de résoudre des équations qu'on ne peut pas résoudre sans le nombre imaginaire qu'on enlève à la fin et on trouve tout bien rangé. Le zéro, ça a à voir avec le rien, ça a à voir avec le vide, ça a à voir avec le silence, ça a à voir avec la discontinuité du réel. C'est-à-dire que, par exemple, entre un niveau et un autre, quand on passe du 2 au 3, quand on passe du 3 au 0, c'est pas une suite continue. Il y a des sauts quantiques. Et dans les sauts quantiques, il y a du vide. Il y a, entre les deux, voilà. Le tout intègre le vide, le tout intègre le... C'est pas de la continuité, c'est pas collé. Donc, quand on intègre la dynamique du silence, la dynamique du vide, quand on médite, c'est ça qu'on fait, on met du zéro. Quand on arrive à avoir l'esprit qui s'immobilise et qui arrête de fabriquer des pensées,
En fait, on fréquente le zéro. Et la spiritualité commence là. Donc d'acquérir le zéro dans notre panoplie. Personne ne peut rester seul, tranquille et heureux s'il n'est pas en contact, en bon contact, et même en contact heureux avec le zéro. Est-ce qu'on peut faire une analogie avec le silence dans un morceau de musique? Parfait. C'est lui qui va donner tout le relief. Voilà. Comme quand vous parlez, on met des mots ensemble, on met des liaisons, mais c'est plein de trous, c'est plein de vide. La musique, elle est pleine de silence. Elle n'existe pas s'il n'y a pas le silence. Voilà. Donc, la fréquentation de ça, ça change tout. C'est plus pareil. Oui, parce qu'il y a des personnes qui font, notamment il y a des techniques de yoga qui font vivre des expériences très rapidement. Ou d'autres. Et effectivement, une personne qui n'est pas suffisamment structurée, qui est brutalement mise en contact avec ces énergies-là, peut péter les plombs, carrément. C'est comme si on branchait un courant bien trop puissant par rapport à la structure. Et donc, tout à fait. Et j'ai vu ça, donc, soit les personnes... Ce que j'ai vu aussi, c'est des personnes qui étaient allées loin spirituellement et qui n'arrivaient pas à mettre leur vie en accord avec ce qu'elles avaient... Donc il y avait un hiatus entre leur vie, ce qu'ils avaient réussi à bâtir, et la fréquentation de maîtres qui leur faisait ressentir des choses très très fortes. Et j'ai connu plusieurs personnes qui ont eu des morts violentes, qui se sont tuées. Pas des suicides, hein, mais des accidents. Comme si à un moment donné, ça n'arrivait pas à suivre. Et c'est comme si c'était la psyché qui suffisamment souple et suffisamment élastique pouvait faire donner du mou, donner de la souplesse pour permettre de supporter, de vivre certaines expériences. Ouais. Donc si on se développe tordu, à un moment donné, on le paye. On le paye. Donc faire patiemment un travail sur soi, mettre sa vie en ordre, se mettre en conformité avec ce qu'on prétend. Pareil, là, si on se croit arriver beaucoup plus loin qu'on est en réalité, si ça ne suit pas derrière, à un moment donné, ça craque. Ce que j'ai accompagné, et puis l'équipe avec laquelle je travaille, on accompagne la mise en place de ce qu'il faut pour que l'intelligence collective se mette à fonctionner. Et il faut un certain nombre de conditions, notamment des conditions de structure. C'est pas n'importe comment. Il suffit pas de mettre des gens ensemble pour qu'ils deviennent tous copains et que ce soit merveilleux et qu'avec tout ça, on fabrique de l'intelligence collective. Cette créativité-là extraordinaire qui peut fonctionner dans un groupe suppose un certain nombre de conditions, un cadre, et une structure, et une hiérarchie, et moyennant quoi, quand les conditions sont réunies, il y a des choses très très belles qui se passent. Voilà, pour qu'il y ait un jeu, il faut des règles du jeu. Et particulièrement dans une équipe. Oui. Tu nous as bien parlé des étapes que l'être a à franchir pour aller... je reprends du 1 au 2, du 2 au 3, donc l'intégration de la réalité de la mère, de la réalité du père, le fait de se trouver soi. Mais il peut y avoir des grosses problématiques qui sont vécues par certaines personnes, par certains enfants. Tu as parlé tout à l'heure de l'Église catholique où tu as retrouvé des choses, mais il y en a qui te plaisent moins. En ce moment, il y a une grande crise. Et je constate bien souvent que finalement, j'en parle aussi parce que c'est quelque chose qui est très présent et je trouve bien abordé dans ton livre. Bien souvent, on parle des abus sexuels, on parle de l'inceste, on parle aussi
terme qui est plus difficile à comprendre, de l'incestuel, mais on ne sait pas très bien exactement de quoi on parle, quoique, mais surtout on ne sait pas quels sont les dégâts que ça cause. J'aurais envie que tu nous en dises quelques mots, parce que je sais que tu connais bien cela. Oui. C'est-à-dire que le soi, c'est aussi la part la plus intime et la plus sacrée de nous-mêmes. Et quand elle est bafouée, soit par des abus sexuels, par des incestes, etc., c'est comme si c'était le temple intérieur qui avait été dévasté. Et les personnes dont on a dévasté le temple intérieur ont énormément de mal de se reconnaître sujet et de s'autoriser à devenir sujet. Parce que non seulement ils ont été blessés, abusés, dévastés, mais parce qu'ils sont persuadés qu'ils en sont la cause. C'est-à-dire, le prédateur, finalement, leur fait croire qu'il leur a volé quelque chose et que c'est eux qui ont fait ce qu'il fallait pour que ça arrive. Une des choses les plus difficiles à dépasser, c'est la culpabilité. Donc non seulement le sacré a été massacré, mais en plus, la personne a énormément de mal de s'autoriser à se restituer ce droit à être et sa valeur d'être. Quand on a été respecté petit, on peut beaucoup plus facilement sentir à quel point on est précieux, et chacun d'entre nous est infiniment précieux, alors que quand ça a été dévasté, alors encore plus si c'est le fait de quelqu'un qui représentait le sacré. Or, les parents, c'est la montagne sacrée, et les prêtres, c'est le sacré. Donc, il y a double peine. C'est devenir sujet quand on a été abusé, c'est un travail de romain. On peut, hein, mais voilà. La culpabilité, c'est ce qui nous empêche de grandir, c'est ce qui nous empêche de guérir. C'est l'arme de la mère pour garder l'enfant dans son sein. Et voilà. Donc, oui, c'est des crimes. C'est des crimes. Est-ce que tu pourrais nous parler de la différence entre inceste et incestuel? Bon, on parle d'inceste quand il y a un passage à l'acte, qu'il y a eu des actes physiques sur le corps de l'enfant. Et incestuel, c'est quand c'est une ambiance amoureuse qui fait que l'enfant a énormément de mal, c'est-à-dire qu'il n'entend pas ce qu'il a besoin d'entendre. Je ne suis pas pour toi, tu feras ta vie dehors. Le boulot du père, c'est ça, et puis la mère doit le faire aussi. Je ne suis pas pour toi, moi je suis mariée avec maman, toi tu feras ta vie. Et c'est les parents qui marquent la différence de génération. Et l'enfant qui a entendu tu es à moi, tu restes à moi, dehors, et c'est plein de dangers, il n'arrive pas à faire sa vie. L'incestuel, c'est des paroles, des attitudes, qui dénigrent le monde extérieur et qui visent à garder l'enfant pour soi. Rester dans l'entre-soi. Dans l'entre-soi. C'est l'endogamie au lieu de l'exogamie. La loi, c'est l'exogamie. Quand le corps l'a imprimé, il y a une mémoire du corps qui est aussi très 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 profonde et très forte. Mais on peut assassiner et on peut dévaster avec des mots, bien entendu. On peut se servir des mots comme on se servirait d'une matraque. Hein. Des coups. C'est de porter des coups avec des mots. Sachant que même quand il est arrivé des choses terribles, grâce à l'archétype du soi, la petite flamme peut toujours se rallumer et aller chercher, aller rencontrer des personnes qui tiendront à l'enfant un autre discours. Je me rappelle d'une jeune femme comme ça, qui était incestuée par sa mère et qui était battue.
elle me raconte, je me rappelle bien, j'étais en train de devenir folle. Et il y a une voisine qui a juste dit à un moment donné, quand même, ce que vous fait votre mère, c'est pas normal. Non, ce que te fait ta mère, c'est pas normal. D'avoir juste entendu cette phrase-là, elle a pu s'accrocher à une autre référence qui répondait à quelque chose qu'elle porte en elle. Et elle a pu, c'est à partir de là qu'elle a pu sortir du puits. Donc même une phrase dite au bon moment, au bon endroit, fait que la personne, elle a un écho à son vécu profond et elle peut construire à partir de là. Heureusement. C'est délicat en effet, parce que les séparations sont douloureuses et il y a une nécessaire séparation. Ouais. Il y a une difficulté particulière pour les jumeaux. C'est vrai. Ça rejoint une question que j'avais envie de te poser par rapport aux jumeaux. Beaucoup de personnes, quand elles font un travail sur soi, à un moment ont le sentiment qu'il y a eu un jumeau. Et c'est toujours très difficile pour le thérapeute d'accompagner sans déterminer de l'extérieur. Est-ce qu'effectivement il y a eu une fécondation gémellaire double, et puis un pied parti. Voilà. Ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose et tu y fais allusion dans ton livre? Oui, parce qu'on a chacun un jumeau, une jumelle, on a un double chacun. On a notre double infernal. C'est l'ombre. Dans les difficultés que nous rencontrons très rapidement, c'est d'assumer certains aspects de nous-mêmes dont nous ne sommes pas fiers. Donc très rapidement, il y a moi qui fais tout ce qui est à peu près bien, et puis il y a l'autre, c'est la grenouille, hein. Il y a l'autre qui a fait les conneries. Bon, s'inventer un jumeau a déjà une utilité quand on a du mal d'affronter notre dualité. C'est vrai que nous sommes au moins double, et même plus. Donc, très souvent, ce double étrange ou attirant en même temps, enfin, il est un petit peu diabolique et un petit peu Peter Pan, un petit peu... Très souvent, nous pouvons aussi le projeter sur quelqu'un d'autre. On va dire que c'est une âme sœur. Nous avons notre propre gémellité, conscient-inconscient, blanc-noir, Rémus et Romulus. Nous avons ça en nous. Alors, est-ce que ça a procédé de quelque chose de réel, ou est-ce que c'est simplement comme ça que se construit la psyché? C'est souvent très difficile de savoir. De la terrible phrase du thérapeute qui dit « Et si cette personne qui apparaît dans votre rêve était une part de vous-même » D'autres se reconnaîtront. Oui, parce que quand quelqu'un porte un rêve, alors ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça, et puis mon beau-frère, et puis ma belle-sœur, et alors on regarde d'abord à quoi ça correspond dans la vie extérieure. Puis au bout d'un moment, il y a un petit silence, et puis je dis « Et si cette horrible personne était une part de vous-même » J'ai dû lui dire une paire de fois. Et alors là, le jumeau. Voilà. Voilà, assumer nos parts plus difficiles et plus obscures, c'est un travail qui nous rabote l'ego sans problème. On tombe sur le même paradoxe, on est tous pareils, mais complètement différents. Entre autres, au niveau de l'énergétique, c'est vrai qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a des personnes qui ont une énergie d'enfer, pour le meilleur et pour le pire, puis il y a des personnes qui disposent de moins d'énergie.
Mais ce serait comme demander quelle est la différence entre la rose et la pâquerette. Le boulot de la pâquerette, c'est de faire de la pâquerette. Et puis le boulot de la rose, ce sera de faire de la rose. Et le baobab, on va lui conseiller de faire du baobab. C'est pareil. Mais qu'il y ait des différences, bien entendu. La loi est la même. Le lapin, il fait du lapin avec tout ce qu'il mange. Et vous, vous faites du vous avec tout ce que vous mangez. Ça, c'est la loi. Mais ça donne plein de choses différentes. Infiniment différentes. La société actuelle tend à vouloir que nous soyons tous un peu dans un même moule. Non, nous sommes égaux en droit. La société. Ah bah ça, c'est des déformations, c'est des façons de penser, des réductions. Ouais. C'est de la pauvreté de pensée. Ouais. C'est du sous-développement, mais on a tous le boulot à faire et chaque génération a son boulot à faire. Nous avons besoin de nous conformer à des modèles pour nous trouver. Donc, de passer par des modèles n'est pas une anomalie. Et à un moment donné, quand on a la main suffisamment habile, à nous de transgresser le modèle pour trouver notre façon particulière de faire. Mais de passer par un temps où tous les ados veulent les mêmes vêtements, parlent pareil, etc., c'est une manière de se chercher. Et il y a un passage comme ça. Et puis comme ils n'y arrivent pas, ils finissent par faire autrement. Mais il y a le passage par les modèles, évidemment. Ce que tu dis nous a amené à appeler l'association Yoga et Créativité, qui ne veut pas dire qu'on va devenir un club de peinture, poterie, etc., ce qui a beaucoup de sens aussi. Hein. Mais la créativité, c'est justement cette créativité de devenir véritablement soi-même, de ne pas rester dans le moule. C'est une des raisons aussi qui fait que les différents enseignants de l'association ont toujours tenu et défendent ça bec et ongle, à ne pas montrer, mais simplement à dire quelques mots qui permettent ensuite à chacun de trouver sa posture, de vivre sa posture sans être dans l'imitation. On n'est pas un modèle, et heureusement, parce que le jour où on est moins en forme, on serait un drôle de modèle, alors que en disant les mots, on apprend petit à petit à les dire de façon la plus juste possible pour que chacun puisse faire, et on corrige très peu, parce que sinon on ramènerait encore chacun dans ce fameux moule dont tu parles. Voilà. Donc pour nous, cette créativité, c'est vraiment une dynamique de vie et une créativité où chacun est invité à se trouver soi-même, à être créateur de sa propre vie. Et c'est aussi ce qui nous anime. Je vais dire quelques mots sur les activités qu'on propose, entre autres les stages qui s'appellent le fil du soi. Donc le soi est directement nommé dans ce stage. La créativité y est très présente. Je ne vais pas vous la décrire parce que c'est une créativité vivante. La décrire, ça serait la figer. Mais il y a un certain nombre d'activités qui se succèdent, bien sûr, avec un nombre non négligeable de pratiques de yoga comme on peut trouver dans les cours, mais toutes sortes d'autres choses qui font que c'est une invitation à laisser le soi œuvrer en nous d'une façon beaucoup plus libre et beaucoup plus efficace que dans la vie quotidienne où on est pris par beaucoup de contraintes et justement de stéréotypes. On est ramené aux stéréotypes. C'est le cas aussi des autres activités qu'on propose. Il y aura prochainement un atelier de light thérapie qui est une façon tout à fait originale aussi d'aborder le toucher et la relation à deux dans un esprit de méditation et qui est aussi une invitation à laisser le soi être présent dans cette relation et la personne qui reçoit est encore plus invitée à le laisser éclore à l'intérieur de soi. Et puis j'ai envie de dire aussi un dernier mot peut-être. Lily a parlé du masculin, du féminin. On est dans un monde très complexe. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais si vous ne l'avez pas lu, je vous invite vraiment à lire le livre qui reprend tout ce que Lily a dit, mais qui développe tellement d'autres choses. Et entre autres, cette fausse idée qu'on serait dans un monde paternel, alors qu'on est dans un monde qui reste souvent très englué dans le maternel. C'est assez complexe, on pourrait consacrer une autre soirée. Et en même temps, on est dans un monde où le féminin
et en souffrance, c'est connu, c'est dit, c'est parlé, il y a encore énormément à faire, mais par voie de conséquence, les hommes ne savent plus où ils en sont, qui ils sont, comment se comporter, qu'est-ce que c'est être père. On a vu avec Lydie la grande difficulté d'être père, et c'est une des raisons qui m'a amené à souhaiter animer un groupe d'hommes, un groupe de psychothérapie d'hommes pour hommes, où l'on fait un travail qui permet à la fois d'intégrer la douceur, la féminité, toutes ces qualités sensibles de l'homme, mais aussi la force, l'ancrage, la verticalité, la capacité à dire non, donc c'est toutes les polarités. Voilà. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, Lydie ? Eh bien, je vous souhaite de très beaux voyages, chacun vous, sur vos chemins si particuliers, et que le sentiment aussi d'être tous des frères aussi grandissent en même temps. Voilà, et merci. Merci. Vous avez 3 livres à disposition, bien évidemment Dynamique du soi, la fine pointe de l'âme, qui est le premier livre de Lily et qui reprend beaucoup et beaucoup plus de ce qui a été dit ce soir. Vous avez aussi Sagesse du féminin en nous tous, hommes et femmes, et puis Dynamique du pouvoir, Vie quotidienne. Vie quotidienne du pouvoir. Vie quotidienne du pouvoir. La question du Voilà. pouvoir. La question du pouvoir, pas la question du pouvoir pour les prochaines élections, mais toute la complexité de gérer cette dynamique du pouvoir en nous et dans notre vie quotidienne. Et si vous souhaitez, Lily est tout à fait disposée pour vous dédicacer le livre ou les livres que vous achèterez. Bonne soirée, merci d'être venu.